On va donc ouvrir tout de suite cette journée avec donc, les organisateurs tout d'abord qui vont nous donner quelques mots d'introduction. Sandrine Ayot-Villeneuve est avec nous, directrice adjointe à la direction des soins du CHRU de Nancy, maîtresse de conférences associée et responsable pédagogique du Master MOS sur le site de Metz. Désolé, ça fait beaucoup. Et Jean-Philippe Noë également est avec nous, maître de conférences en sciences de gestion, responsable pédagogique du Master MOS sur le site de Nancy. Merci en tout cas de nous accueillir ici. Alors quelques mots tout d'abord, Sandrine Ayot-Villeneuve, quelques mots pour nous repréciser un petit peu les enjeux de ces journées du MOS. C'est la deuxième édition donc, cette année en 2022. Tout à fait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, c'est notre deuxième rendez-vous puisque nous avons organisé cette journée l'année dernière en juin. Donc organisé par les IAE de Metz et de Nancy, vous l'avez dit. Juste quelques petits mots sur les IAE, pour vous dire que bien sûr les IAE sont une composante de l'Université de Lorraine, ça vous le savez, mais également font partie du réseau IAE France, qui comporte 36 IAE, et ça regroupe 47 000 étudiants. Mais les IAE, c'est également un ancrage assez fort, et en tout cas dans le tissu socio-économique de la grande région. Et c'est également des partenariats avec l'étranger, donc avec l'Allemagne et le Luxembourg, avec lesquels nous développons des partenariats, et ce qui permet aussi à nos étudiants d'avoir une très forte possibilité d'insertion professionnelle, mais également d'avoir des liens étroits avec les entreprises et les différents établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ce qui leur permet aussi, eux, d'être porteurs de projets à fort impact managérial. Bien sûr, l'originalité de notre formation, c'est bien sûr d'allier les enseignements, donc l'enseignement académique, mais également la recherche-intervention dans les différentes entreprises du secteur sanitaire, social et médico-social. Et bien sûr, ça nous permet, nous, toujours être en adéquation dans nos formations entre à la fois le besoin de formation des étudiants et des professionnels qui sont également étudiants, et puis le contenu de nos formations, puisque bien sûr nous faisons intervenir des enseignants-chercheurs, mais aussi des professionnels de terrain, et c'est ce qui donne aussi le corps à ces formations, à ces offres de formation, puisque les sujets d'actualité, les réglementations, les nouvelles réglementations sont toujours traités. Et bien sûr, un des rôles de ces IAE, pour nous, c'est également d'être acteurs du territoire. Et c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, parce que être acteur du territoire, c'est aussi pouvoir organiser des journées comme celle-ci, c'est-à-dire des journées qui nous rassemblent, donc à la fois vous, étudiants, mais également les professionnels de terrain et les chercheurs qui viennent ici aujourd'hui animer un débat et pouvoir échanger. Donc c'est d'ailleurs ce que va présenter mon collègue Monsieur No sur cette journée, sur cette thématique de la vulnérabilité. Donc voilà, l'idée c'est aussi de rassembler les étudiants, c'est aussi un de nos objectifs. Il y a eu de Metz, il y a eu de Nancy, d'autres, en tout cas des formations master, licence qui sont présentes aujourd'hui. Donc ça leur permet aussi d'échanger entre eux, de se créer un réseau et puis de s'ouvrir sur ces sujets d'actualité. Jean-Philippe No, gérer les vulnérabilités dans les organisations du secteur sanitaire et social, c'est la thématique du jour, on l'a dit. Pourquoi l'avoir choisi tout simplement? Alors, c'est une thématique qui nous a semblé importante à différents égards. D'abord, c'est une problématique qui nous semblait assez fédératrice des secteurs qui sont touchés par la mention MOS, à savoir le secteur sanitaire, médico-social et social. Plus largement, c'est aussi un sujet qui finalement nous touche tous en tant que citoyens. Je ne vais pas revenir dessus, puis sans doute qu'on aura l'occasion d'en venir dans les tables rondes, mais l'actualité nous rappelle à notre vulnérabilité. Et en guise de clin d'œil, il faut dire aussi qu'il y a une vulnérabilité de l'organisation parce qu'on a deux personnes qui devaient venir et qui n'ont pas pu venir à cause d'une grève des trains, deux autres personnes qui sont covidées ou cas contact, donc qui ne seront pas présentes aujourd'hui. Et puis c'est aussi une problématique qui est en phase avec les axes de recherche du labo de recherche de l'Université de Lorraine sur les questions de gestion, à savoir le CEREFIGE, qui a un axe scientifique prioritaire sur les questions de santé et de care, l'axe Health and Care. D'ailleurs, on aura le co-responsable de cet axe qui interviendra dans la deuxième table ronde, Yves Abran. Donc voilà, c'était aussi une question qui correspondait à un peu la politique de recherche de l'université et du CEREFIGE. Comment vous avez composé, si je puis dire, le plateau d'intervenants aujourd'hui sur les deux tables rondes? On a dit les thèmes tout à l'heure. Alors, notre souhait, c'était que sur une question comme ça, on apporte différents points de vue parce que ça peut être intéressant d'avoir le point de vue d'un universitaire sur la vulnérabilité, mais c'est aussi intéressant de croiser ça avec des témoignages de différentes personnes, qu'elles soient plutôt du côté des usagers des différents secteurs touchés par la filière MOS,
ou du côté des professionnels. Alors voilà, on a eu une tentative d'essayer de permettre à des gens qui sont professionnels à la fois en sanitaire, dans le médico-social, dans le social, ou qui peuvent représenter des usagers de ces différents secteurs de venir témoigner, même si voilà, les aléas de dernière minute ont un peu affecté cette représentativité. Merci en tout cas pour ces quelques mots d'introduction. Merci à vous deux. Merci. On va donc débuter cette journée. Merci. Et on peut les applaudir d'ailleurs au passage. Merci pour eux. Et nous allons donc rentrer dans le vif du sujet avec une conférence introductive. Et on accueille Judith Vary, qui est maîtresse de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Rouen, qui va nous parler de l'appréhension de la vulnérabilité. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour cette matinée, pour ces quelques minutes, donc pour appréhender la vulnérabilité, pour quelques propos introductifs qui vont poser les bases aussi des tables rondes qui vont avoir lieu juste après. Alors, on va essayer de parler de ce concept de vulnérabilité et j'ai sorti mes vieux dictionnaires chez moi pour me renseigner un petit peu plus, et notamment le petit Robert, le Larousse également. Et à chaque fois, en fait, quand on parle de vulnérabilité, ce sont les termes de fragilité, d'exposition à la douleur ou encore de faiblesse qui ressortent. Alors, quelle est votre définition, vous, de la vulnérabilité? Qu'est-ce qu'elle englobe? Qu'est-ce qu'elle représente? Alors, effectivement, déjà, je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à cette journée. Je suis très heureuse de revenir à Nancy, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Mais pour répondre à votre question, alors c'est vrai que la vulnérabilité est souvent associée à la fragilité. C'est sa première définition. Et donc, elle est toujours un peu vue comme quelque chose qui manque à l'individu, comme quelque chose qui fait défaut et qui empêche d'agir. Mais il convient, pour bien comprendre la vulnérabilité, de la distinguer, se sentir vulnérable et être vulnérable. C'est-à-dire que se sentir vulnérable, c'est deux choses qu'il faut vraiment bien essayer de distinguer. Donc être vulnérable, ça renvoie à un état. Et c'est de ce côté-là qu'il y a la fragilisation. Par contre, si on pense sentir vulnérable, on peut aussi trouver, quand on se sent vulnérable, des capacités, des moyens pour essayer d'agir. Donc elle peut être aussi pensée comme une force, mais comme un levier de transformation, donc ça c'est important à retenir. Alors c'est vrai, moi j'ai une formation de sociologue au départ, et par exemple Brodiez et Dolino utilisent le concept de deux manières différentes. Une plutôt anthropologique, macro-sociologique, c'est une anthropologie de la vulnérabilité, et l'autre plutôt micro-sociologique, comme une notion qui est universelle, relationnelle et contextuelle, et ça c'est très important, c'est dans la relation qu'on pense la vulnérabilité, et qu'elle est individuelle, potentielle et réversible. C'est-à-dire que l'état justement de vulnérabilité, parfois on va figer, or c'est un moment finalement, c'est un moment dans la vie des individus. Alors pour moi c'est important d'utiliser par exemple le pluriel plutôt que le singulier, de parler des vulnérabilités, parce que justement au pluriel ça permet de souligner les formes variables que va prendre la vulnérabilité, non seulement en fonction des individus, mais aussi en fonction des êtres vivants, et en tenant compte à la fois des temps et des espaces. Donc c'est vraiment quelque chose on doit tenir compte quand on parle de vulnérabilité, des contextes, des situations, ça c'est très important. Petite question, est-ce qu'elle est toujours réversible? C'est-à-dire que quand on fait référence par exemple à la vieillesse, plus on vieillit, plus logiquement on devient peut-être plus vulnérable. Sauf si on pense en termes de moments ou de situations, puisque même, c'était aussi l'exemple que je voulais donner par exemple, quand on se retrouve dans une situation face par exemple à un malade d'Alzheimer, effectivement lui il est dans une situation de très grande vulnérabilité, mais moi-même, même si je suis a priori une adulte responsable, je peux être face à cette personne, aussi me sentir mal à l'aise, aussi ne pas savoir comment réagir et être dans une forme de vulnérabilité de la prise en charge par exemple de cette personne. Donc est-ce qu'elle est réversible à un moment? C'est aussi, si on la pense en moment de situation de contexte, par exemple les personnes en situation de handicap, ils peuvent aussi en faire une force. Et donc là par exemple Goffman peut nous aider. Erwin Goffman, le sociologue, qui montrait bien que les processus de stigmatisation, le stigmate pouvait être renversé à un moment pour en faire, par exemple, une revendication des droits des Noirs, par exemple, aux États-Unis. C'est ce qui montre bien que les Noirs étaient stigmatisés, mais à un moment donné, ils en ont fait une force, un levier pour réclamer davantage de droits. Et donc, si on pense en termes de situation et de contexte, la vulnérabilité des uns peut se transformer à un moment pour être levier et permettre d'agir. Et à ces conditions-là, il me semble que la vulnérabilité peut être un levier. Mais c'est pas. Alors après, ce qu'il faut étudier, ce qu'il faut regarder, c'est à quelles conditions cette force va pouvoir être utilisée éventuellement. Et est-ce qu'elle a les conditions de pouvoir se déployer? Et c'est ça qui m'intéresse plus, c'est le processus finalement où la vulnérabilité peut éventuellement être prise en compte. Alors le défaut, c'est par exemple les politiques publiques ont tendance à parler de populations vulnérables et enlèvent la dynamique du concept. C'est-à-dire que si on pense le concept de vulnérabilité vraiment comme étant un processuel, ça fait une force, une dynamique.
Et alors que les politiques publiques ont tendance à se figer derrière l'adjectif, à donner une étiquette. Alors je ne sais pas, en ce moment, il y a beaucoup la campagne de publicité sur le secours populaire, je crois. Vous voyez une photo avec une étiquette marquée pauvre dessus. Je ne sais pas si vous voyez la campagne actuelle. Et ben, c'est exactement la même chose. C'est finalement, quand on parle de population vulnérable, on a tendance à figer les individus dans un état dans lequel ils seraient prisonniers et qu'ils ne pourraient pas s'en sortir. Donc c'est là que vous parlez dans vos travaux de vision active en fait, de la vulnérabilité. Moi j'ai une vision où j'essaye de saisir la vulnérabilité dans l'action. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment comprendre, essayer de voir, enfin de saisir comment elle peut devenir éventuellement une force ou un levier d'action. Et donc je préfère parler d'expérience de vulnérabilité. En fait, et là, alors là, je fais des références à des travaux parce que voilà auxquels moi je fais référence, qui sont les travaux de la sociologie dite pragmatiste de Dewey et Mead par exemple, et aussi toute l'école un peu interactionniste. Donc ça, c'est toute l'école américaine qui essaye de montrer que finalement l'action, enfin penser les valeurs par exemple, etc. Ça se saisit, on peut les saisir encore une fois dans la situation. Et je préfère donc parler d'expérience parce que c'est d'essayer de voir comment le processus fonctionne. Et de ne pas enfermer l'individu, essayer de ne pas enfermer les individus dans un état, mais aussi j'essaye de penser les vulnérabilités avec leur aspect éducatif. Étant sociologue de l'éducation au départ, moi je m'intéresse beaucoup au processus de socialisation morale et dans lesquels j'essaie de tenir compte des contextes et comment les vulnérabilités peuvent s'exprimer en fait et se déployer. Donc du coup, à ce moment-là, on peut penser vulnérabilité et capacité d'agir. Alors, j'ai plusieurs axes de recherche. Par exemple, en tant que sciences d'éducation, donc je m'intéresse à cette éducation en vulnérabilité. Et du coup, je m'intéresse à la prise en compte de la parole de l'enfant en fait, dans l'espace public et en quoi justement elle peut être parfois prise en compte et comme cette parole peut être une force de sa vulnérabilité, puisque l'enfant est toujours vu de toute façon comme étant intrinsèquement vulnérable. Et or, alors dans ma thèse, j'étudiais les pédagogies dites actives qui essaient justement de mettre l'acteur au centre et l'enfant au centre des choix qu'il peut faire et de pouvoir entendre sa parole. Mais la parole de l'enfant, par exemple, est prise au sérieux à certaines conditions qui vont être mises en place. Eh bien, pas toujours. Et donc, je m'intéresse aux conditions finalement d'empowerment ou d'agency, on pourrait dire, de l'enfant. Et donc, à quel moment, à quelles conditions sa capacité d'agir peut être déployée, quand est-ce qu'il est entendu ou pas. Alors, aussi la vulnérabilité, ça c'est un autre axe de recherche, parce que moi je me suis intéressée un peu plus tard en tant que tel, en tant que concept, parce que je travaille avec des collègues qui sont philosophes, littéraires, et en fait, il me semble que c'est ça qui est très intéressant dans ce concept-là, c'est de travailler de manière interdisciplinaire. C'est très important. On va avoir des entrées très différentes les uns des autres. Et donc, par exemple, là, je travaille avec des collègues sur quelque chose qui est complètement différent. C'est les cahiers de réanimation. C'est un médecin qui a mis ça en place dans les services de réanimation où il travaille, où il demande aux équipes et aux familles d'écrire, de prendre des notes, enfin d'écrire, c'est un journal de bord un petit peu, pour que le patient qui est en réanimation, donc dans le coma, à son réveil, puisse éventuellement avoir accès au cahier et accès au cahier et lire finalement les notes qui ont été prises. Et bon, parfois il y a des décès, parfois non, les patients s'en sortent, et heureusement. Et du coup, ils ont quand même une trace du moment où ils n'étaient pas là. Et les équipes aussi, ça leur permet de s'exprimer. Et donc, on travaille ces cahiers de réanimation de manière pluridisciplinaire. Et la première chose qu'on a faite, c'est d'abord travailler qu'est-ce que nous, en quoi ça nous touche, pourquoi ça nous émeut, en quoi ça appelle à notre propre vulnérabilité. Et ça, en tant que chercheur aussi, alors ça c'est un travail qu'on a fait avec Jean-Philippe Naud et Renaud Garcia Bardida qui est là-bas aussi dans le public, et Coralie, l'allemand qui n'est pas là, mais voilà, et d'autres collègues. On a travaillé sur des personnes en situation de handicap et l'accessibilité aux loisirs. Et on a travaillé donc plus spécifiquement sur comment, en tant que chercheur aussi, on peut être faire des expériences, être dans une situation où on est vulnérable. Et on s'est retrouvé dans des situations à faire des entretiens avec des personnes en situation de handicap. Et ben, c'était pas toujours évident finalement en tant que chercheur, et ça nous a parfois aussi ébranlés. Et là, ça peut être un levier aussi parce qu'on se dit, est-ce que cette méthodologie-là, finalement, l'entretien qui reste un peu la méthode en sciences sociales, qui est un peu dominante, on pourrait dire, est-ce que c'est la bonne méthode finalement pour recueillir la parole de ces personnes? Eh bien non.
c'est plutôt l'ethnographie, par exemple, qui va être une méthode plus longue, mais qui est d'accompagner les gens sur un plus long temps, où on a fait aussi des entretiens marchés, finalement, en se promenant avec les gens, finalement, c'était une meilleure manière de recueillir leurs paroles. Donc les gens ne sont pas toujours en situation d'incapacité de donner leurs paroles, mais est-ce qu'on leur offre, est-ce que l'environnement leur permet, et du coup, quel levier essayer de faire ressortir pour recueillir ces paroles. Et enfin, un dernier axe de recherche, moi je travaille beaucoup sur la place du jouet, le jeu, sur jouer avec les enfants, entre adultes et enfants, parce que justement, il me semble que c'est un des espaces de socialisation où on peut entendre et recueillir la parole de l'enfant, mais aussi parce qu'elle met en exergue en fait nos propres vulnérabilités. C'est-à-dire que l'espace de jeu, c'est aussi un espace où on peut tester nos émotions, tester son identité, dans un cadre relativement sécurisé, puisque c'est un espace-temps limité. Et c'est là où on apprend beaucoup de choses aussi sur soi-même. Et en fait, j'essaye de relier vulnérabilité et émotion, parce qu'il y a une connexion très forte. Et comment finalement on expérimente aussi, et qu'on peut sortir de ses gonds, parfois en jouant à des jeux en ligne, ou à des jeux de société, mais finalement on se découvre soi-même et on peut exprimer sa vulnérabilité sans être forcément dans une situation de danger, entre guillemets. Donc le jeu, c'est peut-être un peu paradoxal, on n'aurait pas pu y penser comme ça avant, le jeu peut permettre d'exprimer sa vulnérabilité. Je le défends un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des espaces pour les individus, alors ça peut être d'autres espaces, pas forcément, mais pourquoi le jouet, pour moi, est une fonction vitale. Alors ça, c'est Winnicott, c'est le psychologue Winnicott qui disait que jouer, c'est aussi primordial que manger, boire et que des deux besoins primaires, et que c'est important dans la socialisation des individus, parce qu'il faut un espace où on puisse exprimer et expérimenter finalement qui on est et ses propres émotions, et qu'elle joue beaucoup donc dans la socialisation morale, parce que est-ce qu'en tant que parent ou en tant qu'éducateur, on va réfréner l'expression de ses émotions en disant voilà, calme-toi, ce n'est qu'un jeu, essaye de te contrôler. Et voilà, sur le jeu, il y a beaucoup à dire, ce n'est pas forcément l'espace, mais pour moi, il est nécessaire pour pouvoir justement explorer ces émotions-là, et que ce n'est pas que du plaisir. Jouer, on le sait tous, on peut vivre de la frustration, de la colère, de la honte, plein d'émotions qui sont importantes pour construire son identité. Et voilà. Alors, vous faites référence au jeu, mais les adultes jouent aussi, mais est-ce qu'il y a un âge où on est plus vulnérable? Tout à l'heure, on évoquait les enfants qui sont intrinsèquement vulnérables. Est-ce que c'est vraiment à l'enfance qu'on est le plus vulnérable quelque part? Alors, ça, c'est une question... je ne pense pas qu'il y ait des âges. Je pense qu'il y a vraiment des moments et des contextes et des situations, encore une fois, où on considère l'enfant et on est vulnérable, et on l'enferme parfois dans cette vulnérabilité-là pour éviter d'écouter éventuellement sa parole. Alors, ça interroge beaucoup aussi. Pour le protéger aussi. Pour le protéger aussi. Mais alors, mais ça, c'est une question éducative très complexe. C'est jusqu'où va la protection de l'enfant et jusqu'où on essaie d'en faire un acteur social à part entière et d'entendre sa parole. Et sur la parole de l'enfant, alors ça, il y a peu de travaux dessus, mais d'un point de vue juridique, comment elle est éventuellement entendue dans le droit et comment elle est recueillie aussi par la police ou par les juristes, cette parole-là. Qu'est-ce qu'on en fait? La parole de l'enfant, par exemple, elle est toujours mise en doute. On lui fait jamais complètement confiance, comme s'il ne pourrait pas dire la vérité ou sa vérité, en tout cas à lui. Et elle est toujours finalement mise... pas toujours prise au sérieux, et donc il faut des espaces où elle puisse être entendue en tant que telle. C'est-à-dire que par exemple quand on fait des entretiens avec les enfants, on me dit mais comment je peux faire confiance à l'enfant? Mais en fait quand on fait des entretiens avec des adultes, je ne vois pas pourquoi on puisse faire confiance à un adulte dans ce qu'il nous raconte. Enfin, ce qu'il nous raconte, il le dit. Et après c'est aussi de s'interroger, est-ce que c'est la bonne méthode que j'emploie pour recueillir encore une fois cette parole-là? Et après, ça renvoie aussi donc, à comment se représente l'enfant dans la société. Donc ça renvoie aussi quand même à des valeurs derrière, aussi de ce qu'on veut faire, de comment on voit l'enfant et de sa place finalement dans la société. Alors j'ai travaillé un tout petit peu sur les représentations de l'enfant, notamment dans les séries. Alors je me suis appuyée sur Game of Thrones par exemple, sur comment les enfants prennent de plus en plus de place. Et finalement, c'est un peu intéressant de voir comment ils renversent. À la fois, finalement, c'est ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolée, mais bon, voilà. Je ne l'ai pas vu, je ne pourrais pas rebondir. Oui, je ne pourrais pas rebondir dessus, mais à la fin, c'est Arya qui a 10 ans et qui sauve finalement l'humanité, et donc on voit bien qu'elle a une force. Ah, vous dévoilez carrément la fin. D'accord. Allez voir, je suis désolée. Pardon. Il faut voir la série. Il y a plein de questions éthiques dans le vote, très intéressant.
Voilà, elle sauve l'humanité, donc elle fait de sa fragilité une force. Et Greta Thunberg, par exemple, si on s'interroge sur la place de la parole de Greta Thunberg, comment elle est écoutée par les politiques, sa parole est de fait toujours remise en question. Elle ne peut pas avoir fait son discours toute seule. On ne lui donne pas la capacité de donner son... comme si c'est vrai que nos politiques, par exemple, ne font pas leur discours tout seuls non plus, d'ailleurs. Enfin bon, mais on ne les remet pas en question. Par contre, Greta Thunberg, qu'elle ne le fasse pas tout seul, on remet en question parce que finalement, sa parole gêne dans l'espace public. Et ça, c'est aussi intéressant à questionner sur comment et quelle place on donne finalement aux jeunes. Hein. Par exemple, là, il y a des débats sur le vote des jeunes, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais sur finalement donc ça renvoie aussi à des conceptions morales et de valeurs sociales qu'il y a derrière. Voilà. Un mot également, évidemment, ça nous permettra aussi d'introduire un peu les tables rondes qui vont suivre derrière, hein, qui vont nous parler évidemment de la vulnérabilité pour les usagers et pour les salariés également dans les établissements médico-sociaux. De quelle manière justement, alors les usagers d'un côté, les salariés de l'autre, sont-ils confrontés au quotidien à cette vulnérabilité-là ? Alors moi j'ai une meilleure connaissance de l'éducation spécialisée et de l'animation socio-culturelle et j'ai aussi effectivement travaillé un peu avec les étudiants à se confronter à leur propre vulnérabilité dans leur travail. Après je répondrai à votre question plus précisément, mais par exemple dans les institutions médico-sociales, alors j'aime pas trop le terme d'usager, hein, mais voilà, salarié, voilà, parce qu'ils enferment aussi, ils étiquettent les personnes dans des catégories. Mais par exemple dans les institutions, souvent par exemple les familles sont écartées parce qu'elles sont jugées soit trop envahissantes, soit trop absentes, mais elles sont rarement par exemple à leur juste place. Et aussi avec les étudiants, je discute souvent de l'injonction professionnelle à la neutralité. Donc ça peut répondre à votre question sur comment ils sont confrontés aux vulnérabilités. Et je pense qu'il y a une confusion, par exemple, souvent chez les étudiants, c'est entre leur intégrité professionnelle et pas montrer ses émotions. Comme si, encore une fois, les émotions, finalement, nous empêchaient de penser. Alors moi, je suis dans une autre manière, alors ça renvoie évidemment aux éthiques du Caire, par exemple, hein, de dire que les émotions ne sont pas enfermantes et qu'elles ne nous empêchent pas de penser, mais que justement, elles sont les premiers leviers pour nous permettre d'agir. Mais comme il y a cette injonction chez les professionnels à toujours être dans une soi-disant neutralité qui est en fait impossible à avoir d'ailleurs, comme si en fait leur affect les empêchait de penser de manière convenable parce qu'ils ne seraient pas à leur juste distance. Donc j'essaie de travailler ça un peu avec les étudiants en essayant de leur montrer que c'est pas parce que j'ai des affects que je ne peux pas être juste dans ma manière de prendre en charge les personnes. C'est pas parce que j'ai plus de sympathie pour Alfred et Germaine que je ne vais pas être forcément injuste avec Michel et Françoise. Et en fait, ça ne nous empêche pas d'agir et d'être juste, les émotions. C'est justement d'être capable de les prendre en compte. À partir du moment où je ne les prends pas en compte, là, je peux éventuellement manquer à mon intégrité professionnelle. Il faut partir en fait du principe que l'objectivité n'existe pas en fait. Non, effectivement, l'objectivité... Enfin, après, on peut tendre... Oui, ça, c'est un idéal. Je ne sais même pas si c'est un idéal. C'est comme si dire, finalement, notre subjectivité était quelque chose de négatif et de non positif. Alors là, il y a eu depuis ces dernières années des analyses de pratique qui se sont mises en place parce qu'ils se sont rendus compte que ne pas parler des tensions, par exemple, ce n'est pas toujours le cas, mais quand il y a des analyses de pratique et quand c'est bien fait, ça permet quand même de réguler un certain nombre de tensions entre les équipes. Parce qu'on s'est rendu compte de ne pas en parler, finalement, c'était encore plus nocif. C'est comme les chercheurs qui ne disent pas sur le terrain ce qu'ils sont en train de faire et qu'est-ce qu'ils ont ressenti. En ne le disant pas, finalement, c'est là qu'il y a un risque. C'est d'être capable de prendre du recul sur ses propres émotions, sur sa propre subjectivité et sur ses propres jugements de valeur, parce qu'on a tous des jugements de valeur. Et c'est à partir de là qu'on peut commencer à être dans une certaine objectivité, par l'écrit, notamment, par aussi la discussion avec les autres, par le débat, en fait, même pas le débat, c'est le dialogue, finalement, très socratif, pour le coup, d'être dans le dialogue avec les autres pour comprendre aussi où on se situe. Donc plus de communication, si je résume. C'est ce qui manque souvent dans les institutions, c'est la difficulté de communiquer et d'échanger, parce qu'il y a aussi cette idée, je ne vais pas te donner mes infos parce que c'est moi qui les ai, et du coup, c'est ce qui nuit beaucoup souvent à la prise en charge globale des individus, parce qu'on a peur de dire trop. Après, parler d'usagers ou parler de monsieur, etc., moi je trouve que ça déshumanise aussi beaucoup les personnes. Donc on a des enfants, on a des hommes, des femmes en face de nous. Voilà, il ne faut pas les déshumaniser pour mieux les prendre en charge, en fait. Au contraire, il faudrait davantage les humaniser en disant
Oui, bah moi aussi, et aussi montrer sa propre vulnérabilité. C'est-à-dire que les personnes sont capables aussi de voir en face que ça ne veut pas dire effectivement se mettre à pleurer à chaque fois qu'on est devant des enfants, mais après, voilà, je me suis fâchée, je me suis mis en colère, je me suis sortie de mon wagon, j'en suis désolée, c'est aussi, voilà, et les personnes en face de nous sont aussi capables de comprendre et de nous aider à prendre en charge notre propre vulnérabilité. Oui, parce que le plus difficile finalement vis-à-vis de soi-même, peut-être encore plus, et vis-à-vis de l'autre, c'est d'exprimer sa propre vulnérabilité. On en parlera tout à l'heure dans la deuxième table ronde avec Yves Abrand, et c'est vrai que, voilà, notamment pour les salariés, alors je sais que vous n'aimez pas forcément ce terme, mais en tout cas, c'est pas toujours évident de révéler sa vulnérabilité. Bah non, parce qu'ils ont une injonction à ne pas le faire. Enfin, et du coup, ils sont pris dans cet entre-deux de devoir, comme si, oui, parce qu'après, on se retrouve parfois aussi avec des personnes qui sont très fragiles et que montrer sa propre fragilité, ça pourrait entraîner peut-être plus de tension. Je ne dis pas qu'il faut à chaque fois s'épancher. Alors là, il y a effectivement un juste équilibre à Allez-y, oui, on laisse terminer juste madame, et puis après je vous donne la parole, il n'y a pas de problème. Mais la question, c'est pas de s'épancher. C'est-à-dire que là, il y a... En fait, c'est-à-dire il faut être capable aussi, en tant que professionnel, à effectivement entendre, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des espaces pour les professionnels qui ne puissent pas exprimer leur propre... ce que ça leur a fait. Et d'où l'importance, par exemple, des analyses de pratique ou des espaces, où il faut qu'il y ait des espaces dans les institutions où les individus puissent s'exprimer. Et ça n'empêche pas non plus de revenir auprès des personnes, de dire, bah voilà, j'étais maladroite aujourd'hui, je suis désolée. C'est pas un manque de professionnalisme pour moi, hein. Au contraire, c'est plutôt une grande preuve de professionnalisme. Mais peut-être que ça, c'est sans doute discutable. Ah bon, une petite question, alors donc dans l'Assemblée, voilà, le micro, on vous écoute madame. Alors, moi, je voulais savoir plusieurs points dans ce que vous dites où je ne me retrouve pas. Donc, de quel secteur d'activité vous parlez? Moi, je travaille en protection de l'enfance et le fait de ne pas exprimer ses émotions, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Les ateliers d'analyse des pratiques, ça existe depuis longtemps. Et quand vous parlez de neutralité, moi, je parle plus de distance dans la relation. Alors, est-ce que pour vous, la neutralité, c'est la distance? Enfin, je ne me reconnais pas dans ma pratique professionnelle dans ce que vous dites. En fait, avec les étudiants, je m'exprimais peut-être, c'est quand je travaille avec les étudiants, eux, ils confondent souvent en fait neutralité et distance au rôle, parce qu'ils ont l'impression que la neutralité, c'est ne pas montrer ses émotions et ne pas, et donc il y a ce travail-là souvent à faire avec eux. Et c'est la distance au rôle, ça veut pas, effectivement, ce que j'essaie de leur expliquer, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas dans l'action en train de faire avec les enfants, par exemple, puisqu'en protection de l'enfant. Et donc, mais eux-mêmes, sur le stage, c'est pas toujours très clair. Et alors vous avez de la chance, hein, là où vous travaillez, vous avez de l'analyse de pratique, mais c'est pas toujours le cas. Et les étudiants eux-mêmes en stage, ils n'ont pas forcément le droit d'y aller. Parce que on ne veut pas montrer aux stagiaires, finalement, les tensions qu'il peut y avoir au sein des équipes, etc. Et du coup, ils n'ont pas cette visibilité de ce qui se passe finalement en coulisses entre les membres d'une équipe, et donc ils ne sont pas complètement formés à ça. Et donc ça, pour moi, c'est un problème parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre et ils confondent neutralité justement et distance au rôle. Moi, je fais la distinction. Ils ne le comprennent pas. Alors moi, j'accueille aussi régulièrement des stagiaires de 3e année, et dans l'accompagnement qui leur est fait, et ils accompagnent sur des situations de manière pratique, je crois qu'ils comprennent bien ce que c'est que la distance avec les enfants, avec les parents. Alors, le fait de participer ou non au GAP, ce n'est pas le seul point qui leur permet de comprendre ce qu'est la distance avec les enfants ou les parents, avec les personnes qu'on accompagne. Je crois que dans tout l'accompagnement qui est proposé, ils le comprennent bien. En tout cas, moi, depuis que je travaille et qu'on a des stagiaires, je vois bien la différence entre le moment où ils arrivent et où il y a de la théorie et puis ce qu'ils ont appris au bout de 8 mois de stage. Oui, parce que, alors, effectivement, après, il faut expliquer le cadre. Moi, c'était en IUT carrière sociale, donc les étudiants, ils font des stages moins longs, et c'est les premières et deuxième années, donc les troisième années sont déjà un peu plus formés, mais au début, il y a quand même cette distinction qui est difficile. Après, ça n'empêche pas que dans quand même beaucoup d'institutions, alors ça s'est heureusement développé, mais il reste des endroits où il n'y a pas peu d'analyse de pratique. Alors moi, c'est en Normandie, dans l'Eure, c'est pas dans toutes les institutions, et le travail n'est pas forcément fait ensuite avec les étudiants de déconstruction
de ce qui s'est passé. Mais après, voilà. Merci en tout cas pour votre intervention. Alors, n'hésitez pas aussi à demander la parole si vous le souhaitez. Je vous dirai oui ou non en fonction du timing. Mais voilà, on pourra effectivement échanger avec nos invités aujourd'hui. Un dernier mot, Judith Vary, pour conclure sur cette appréhension de la vulnérabilité. Si on peut faire une petite synthèse de ce qu'il faut retenir de votre intervention avant de passer à la première table ronde. De parler des vulnérabilités, qu'elles sont situationnelles et en contexte, donc ça dépend des moments, des temps et des espaces, des lieux, et que ça, il faut en rendre compte, et voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Voilà, on va passer donc à la première table ronde de la journée avec donc la thématique suivante, la vulnérabilité des usagers des organisations sanitaires et sociales. Et on devait être 5 au début, alors il y a eu quelques défections, Jean-Philippe nous l'a dit tout à l'heure par rapport à la situation sanitaire notamment. Asseyez-vous, je vous en prie. Et on va recevoir donc 2 intervenantes ici même devant vous, avec Sabrina Katab qui s'installe, qui est cadre de santé, notamment sur les hôpitaux du Val-de-Lorraine et sur les EHPAD de Mars-la-Tour et l'Abri, si je ne dis pas de bêtises. Bonjour à vous, merci d'être ici. Et juste à côté, Céline Extenso, qui est militante antivalidiste et qui est avec nous aussi pour échanger et débattre. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Voilà, donc première table ronde qui va durer approximativement 1 heure. Attendez, je perds mon micro, je le remets. À peu près 1 heure donc de table ronde autour de ce thème de la vulnérabilité des usagers des organisations sanitaires et sociales. Et on va pouvoir notamment échanger avec vous, Céline Extenso, donc je le disais, vous êtes militante antivalidiste, co-créatrice également du collectif Les Dévalideuses. Alors, est-ce que vous pouvez déjà, merci beaucoup, j'étais un petit peu en galère avec ma feuille, est-ce que vous pouvez, Céline, déjà nous parler de ce collectif que vous avez créé, Les Dévalideuses, et nous parler aussi de ce terme de validisme qui n'est pas forcément toujours très bien compris par tout le monde, en tout cas qui n'est pas assez répandu aujourd'hui selon vous. Oui, alors j'ai cofondé le collectif Les Dévalideuses il y a 2-3 ans. À la base, on s'est créé, c'est un collectif handi-féministe, donc qui lutte à la fois contre le validisme et contre le sexisme, sur le constat du manque de visibilité des femmes handicapées dans le féminisme. Mais sur ce point, sur ce premier point de rencontre, en fait, on a constaté énormément de points de croisement et on travaille sur le validisme de façon plus globale que uniquement sous l'angle féministe. Le validisme, effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure il est connu par les personnes présentes. Je ne sais pas si... Est-ce que vous pouvez lever la main pour que j'ai une idée si vous vous sentez assez OK avec la notion de validisme? Si vous connaissez le mot, si vous avez déjà lu des choses. Vous pouvez déjà lever la main, qui connaît cette notion de validisme ici dans l'Assemblée? Vous voyez, très peu. Ah ouais. OK. Validisme. Alors, OK, donc c'est bien. Faut l'expliquer, Céline. C'est bien qu'on parte de ça. Okay. Merci. Alors, le validisme, c'est la discrimination et l'oppression subie par les personnes handicapées, à l'image du sexisme ou du racisme. Elle prend différentes formes. Une forme qu'on imagine assez facilement sous forme de rejet. Ça va être des insultes, ça va être du rejet physique, du refus d'inclure dans les activités, dans les lieux, refuser d'accessibiliser, de prendre en compte. Évidemment, des maltraitances. Mais ça prend aussi énormément de formes bienveillantes. Je parle de validisme gentil parce que c'est souvent de l'infantilisation. C'est considéré qu'on n'est pas capable de se prendre en charge nous-mêmes et de décider, de prendre des décisions pour nos vies. Et ça va être, oui, c'est énormément d'infantilisation, de pitié, ou alors au contraire, on va nous considérer comme des leçons de vie, ce qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite pour autant. On tombe à la fois dans le misérabilisme ou dans l'héroïsme. Donc voilà, et il y a aussi toute le validisme est énormément structuré
par la société elle-même. Ce n'est pas uniquement des préjugés que les gens ont chacun vis-à-vis des personnes handicapées, mais la société organise l'accompagnement des personnes handicapées de façon validiste. Et moi, je suis un peu le grain de sable dans vos rouages parce que l'institutionnalisation, le fait de rassembler des personnes handicapées dans des lieux de vie ou de travail encadrés par des professionnels toujours valides. Là, on est ici pour discuter des vulnérabilités. A priori, je suis la seule personne handicapée. Bon, voilà. Donc, les personnes handicapées s'organisent de plus en plus dans un militantisme politique et une de nos revendications principales, c'est la désinstitutionnalisation. Et pour nous remettre au cœur de l'action et ainsi nous rendre moins vulnérables, parce que pour faire le lien avec notre sujet quand même, on luttera contre les vulnérabilités en nous permettant d'être au maximum maître de nos vies et voilà. Merci pour ces quelques propos introductifs. On reviendra évidemment avec vous dans quelques instants. On va parler avec vous, Sabrina Kateb. Vous travaillez donc dans les EHPAD, des établissements que vous avez connus au cours de votre carrière. Et je voudrais savoir quel constat vous dressez, vous, quant à la vulnérabilité des usagers dans ces structures-là. Aujourd'hui, quel est votre retour d'expérience vis-à-vis de cette vulnérabilité-là? Alors, cette vulnérabilité... Alors déjà, merci de m'avoir accueilli. Je ne vais pas forcément remercier de m'avoir invité puisque normalement, à l'origine, c'était Madame Dervel, Sabine, voilà, qui devait intervenir, cadre supérieur de santé au GHVL, effectivement. Donc Pont-à-Mousson-Pompée. Donc, du coup, c'est vrai qu'elle avait préparé... Donc, j'ai repris un petit peu ses notes par rapport à la vulnérabilité, excusez-moi. Et donc, elle en a dressé, elle aussi, un constat que je vais essayer de croiser avec, effectivement, le mien. Tout d'abord, je voulais commencer par dire qu'il y avait, et c'était un petit peu dans les questions posées, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de vulnérabilité chez la personne âgée, qui prend la forme d'une fragilité psychologique, sociale, avec effectivement des atteintes abusives. Et puis, il y a la notion aussi d'inaptitude à prendre des décisions, de donner aussi son consentement. Et donc, c'est toutes ces actions qu'on va mettre en place pour rendre, en tout cas, et j'ai bien aimé, d'ailleurs j'ai bien apprécié cette notion de réversibilité, effectivement, de la vulnérabilité, et qui n'est donc pas une fatalité, mais c'est quelque chose sur laquelle, effectivement, nous pouvons agir et prévenir, et même en la prévenant, malheureusement, elle peut arriver, et c'est de la rendre la plus temporaire possible, en tout cas. Donc, dans la question, c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on amène, et on a une multitude d'outils qui nous permettent de répondre, en tout cas, à cette vulnérabilité qui existe donc sur différentes formes. Après, c'est vrai qu'il y a différents niveaux de vulnérabilité, on l'a vu tout à l'heure avec Judith Vary, et c'est vrai que notamment dans les unités de soins longues, on est forcément plus vulnérable également. Tout à fait, cette vulnérabilité, elle commence même avant. Donc l'action débute en amont de l'accueil en EHPAD, en tout cas, et elle a évolué au fur et à mesure du temps aussi, parce que cette vulnérabilité, elle est désormais, gérée. Enfin, on essaye de mettre des actions en place depuis la loi 2002 qui a quand même pas mal apporté de réflexion. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement un peu les enjeux de cette loi ? Alors cette loi, c'est la loi du 2 janvier 2002, alors j'ai pris des notes quand même. Allez-y. Du 2 janvier 2002, c'était de rénover, alors ça me fait drôle moi de dire ça, parce qu'en fait c'était la rénovation de l'action médico-sociale et de justement faire valoir le droit du résident. Et se faire valoir du droit du résident, on en parle en 2002, mais on en parle encore en 2022, on rajoute des deux en fait, mais on en parle encore au regard du contexte actuel où effectivement la pandémie
a mis en exergue cette vulnérabilité de manière beaucoup plus appuyée, hein, et pour lesquelles justement on essaye toujours de répondre, ou en tout cas la législation ou le gouvernement essaye d'amener des projets de manière effectivement à apporter des réponses pour la protection en tout cas de nos aînés. Alors on va faire une petite pause, on va écouter le témoignage de Nathalie Dubos qui devait être avec nous aujourd'hui, qui n'a pas pu venir, qui est professeure des universités en sciences de gestion à l'université d'Orléans, qui est aussi administratrice de l'association Sésame Autisme Loiret. Elle va revenir donc sur cette petite vidéo sur la définition de la vulnérabilité. Elle va nous expliquer notamment que le secteur médico-social connaît une évolution, même une transformation, avec des perspectives dont on parlera juste après. On l'écoute, Nathalie Dubos. Nathalie Dubos, donc on a bien compris qu'on est tous vulnérables, qu'on est tous dans sa vie confrontés de près ou de loin à la vulnérabilité, avec des niveaux donc, de vulnérabilité un peu différents. Quels sont ces niveaux et qu'en est-il précisément finalement pour les usagers des établissements médico-sociaux? Alors si on reprend la définition de la vulnérabilité, notamment en marketing, il y a eu des travaux qui remontent déjà aux années 90. En fait, on est tous potentiellement vulnérables, puisqu'en fait, être vulnérable, ça veut dire être en perte de contrôle à un moment donné pour différentes raisons. Donc ça veut dire que vous, moi, n'importe qui présent dans cette salle, à un moment donné, va se sentir vulnérable, soit parce qu'il fait face, par exemple, à des conditions stressantes, il n'a pas les moyens de s'adapter à son environnement, etc. Alors évidemment, on distingue des catégories de vulnérabilité parce qu'il y a par exemple des caractéristiques personnelles qui sont des caractéristiques sociales, des caractéristiques individuelles qui font que votre vulnérabilité, elle va être plus ou moins durable et surtout, elle va être plus ou moins remédiable. Qu'est-ce qu'on veut dire par là ? Si vous, par exemple, vous vous sentez vulnérable parce que votre smartphone n'a plus de batterie, bon, pas de problème, vous allez trouver un chargeur, vous allez pouvoir donc recharger votre smartphone et puis tout va repartir comme avant. Si vous prenez une personne en situation de handicap, confrontée à une difficulté, à une déficience, alors même si des théories nous disent qu'on peut aménager l'environnement pour diminuer cette vulnérabilité, on a quand même une situation, on va dire une fragilité qui est là et qui va être durable et qui va expliquer le fait que ces personnes sont plus fragiles, plus vulnérables que d'autres. On assiste aujourd'hui, on le constate avec nos intervenants, on assiste à une transformation, une évolution finalement du secteur médico-social, de ses formes organisationnelles. Quels sont ces changements et surtout qu'est-ce qu'ils impliquent pour les usagers et comment on peut les expliquer finalement? Alors c'est vrai qu'on constate depuis maintenant un certain nombre d'années une évolution, on va dire, alors vers plus d'inclusion et de désinstitutionnalisation. On sait que l'ONU récemment, il y a eu un rapport qui reproche encore à la France de dire que pour les personnes en situation de handicap, la solution du tout établissement, elle est dépassée, elle peut être maltraitante et donc il convient de réfléchir à faire évoluer les prises en charge vers plus d'inclusion. Alors c'est tout le problème. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai que moi, en tant qu'administratrice d'une association de personnes en situation de handicap, on nous explique qu'il faut aller vers le droit commun. Il faut finalement sortir d'un milieu médico-social qui a été une réponse à un moment donné, avec des lois différentes, je pense aux lois de 75, la première loi sur le handicap, et il faut proposer à toute personne en situation de handicap la possibilité de vivre comme une personne, entre guillemets, ordinaire, avec un logement, en milieu ordinaire, de droit commun. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que ça traverse tout le médico-social, puisqu'on parle, alors il y a toute une sémantique qui va avec, on ne parle plus de classe mais de parcours, on parle de parcours de vie, de plateforme de services. On a le sentiment, si vous voulez, pour résumer, qu'on veut des choses de plus en plus fluides, de plus en plus dynamiques. Alors, pourquoi pas? La seule question sur laquelle on peut s'interroger, c'est
c'est en termes déjà de capacité de ces personnes. C'est-à-dire que est-ce que derrière, il n'y a pas un peu l'image d'une personne autonome qui veut accéder à cette vie dans le droit commun et dont l'idéal serait finalement de vivre comme tout un chacun. Est-ce que ça ne dirige pas vers une espèce d'injonction finalement à l'autonomie? Et forcément, ça pose question parce que, bien évidemment, hein, il y a eu peut-être dans le passé des situations où finalement on ne sollicitait pas assez les personnes, on ne les interrogeait pas suffisamment sur ce dont elles avaient envie. Mais c'est vrai que parallèlement, on sait bien que certaines personnes en situation de handicap n'ont pas les possibilités de répondre et de faire preuve d'autodétermination. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire derrière c'est cette, on va dire, injonction vers une prise en charge plus inclusive. Il faut, à mon avis, rester assez prudent. Alors vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous êtes administratrice de l'association César Autisme Loiret, et je voulais qu'on s'intéresse quelques minutes quand même aux enfants notamment. Comment on peut justement les inclure davantage dans cette démarche d'amélioration de l'offre de soins globalement, et comment on peut travailler avec les familles, parce que les enfants sont intrinsèquement considérés comme vulnérables, donc comment on les inclut dans ce dispositif-là? Alors ça repose beaucoup sur les aidants. C'est vrai que si vous prenez, je vais faire le parallèle avec une famille ayant des enfants qui n'ont pas de problème particulier. C'est vrai que jusqu'à 18 ans, voilà, on considère que l'enfant est mineur et on va l'associer, mais ce sont surtout les aidants, en l'occurrence les parents, qui vont porter la parole de l'enfant et donc parler, exprimer des avis, des opinions. Donc dans le domaine du handicap, c'est vrai que la place des familles est importante, même si on voit que la place de ces familles n'est pas toujours la même suivant les associations. Puisque dans le domaine du handicap, hein, si on reprend l'histoire rapidement, vous avez des familles qui se sont trouvées totalement démunies par rapport à justement la prise en charge de leur enfant. Rien n'existait. Si je prends l'exemple de l'autisme, par exemple, on considérait que finalement ces enfants devaient rester en hôpital psychiatrique. Et ce sont des familles qui se sont battues pour demander un droit à l'éducation pour leurs enfants et qui ont mis en place des établissements. Donc ça veut dire que les aidants, effectivement, ont un rôle très important, d'autant plus lorsque l'enfant est en incapacité de pouvoir exprimer et de pouvoir formuler des besoins. C'est vrai qu'il faut aussi dire que cette place des aidants, elle peut aussi questionner. On voit récemment certaines associations de personnes en situation de handicap qui disent qu'elles veulent pouvoir exprimer elles-mêmes leurs propres besoins, elles n'ont plus besoin de certains mouvements d'ailleurs remettre en question toutes les mesures de protection judiciaire en disant qu'elles peuvent se prendre en main et exprimer leurs propres besoins. Je crois que c'est un débat qui est compliqué, enfin en tout cas complexe. Je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut, à mon avis, ne pas avoir une position idéologique. Quand c'est possible, et ça existe, il y a des associations qui ont mis au point des méthodologies pour permettre aux personnes en situation de handicap d'être actrices et de pouvoir exprimer encore une fois leur envie, leurs besoins et de les accompagner vers des objectifs. Et puis je crois que parallèlement, il faut reconnaître très humblement que certaines personnes en situation de handicap ne peuvent ou ne veulent tout simplement pas n'ont pas la capacité d'exprimer leurs besoins. Et je pense que dans ce cas-là, il faut faire confiance aux personnes qui les accompagnent et qui les entourent du mieux qu'elles le peuvent. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces éclairages. À très bientôt, bonne journée. Merci. Merci à vous. Au revoir. Voilà donc pour le témoignage de Nathalie Dubos qui n'est pas avec nous aujourd'hui mais qu'on a entendu quand même. Alors Céline Exenso, est-ce qu'il faut aller forcément vers plus d'inclusion? Et là je reprends les propos qu'on vient d'entendre, aller vers le droit commun comme le disait Nathalie Dubos, avec peut-être un risque d'injonction vers l'autonomie parce que selon Nathalie Dubos, tout le monde ne fait pas forcément preuve d'autodétermination. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça.
déjà, la capacité d'autodétermination. Effectivement, il y a des personnes, aujourd'hui, si vous leur demandez est-ce que vous voulez vivre en appartement seul avec des auxiliaires de vie plutôt qu'en centre, il y a des gens que ça va paniquer, qui ne sauront pas exprimer clairement leurs besoins. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui s'apprend. Et quel que soit le degré de handicap, il y a toujours une forme d'autodétermination possible. Et c'est quelque chose que les professionnels devraient accompagner dès l'enfance, quand ça s'applique, et vraiment quel que soit le degré de handicap. L'autonomisation, c'est un processus, c'est pas un choix binaire. Et voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée, pardon. Oui. La question de départ, c'était... C'était qu'il faut aller forcément vers plus d'inclusion. Oui, alors c'est aussi, Nathalie disait qu'il ne fallait pas rester sur une position idéologique et rester pragmatique. Et les deux ne sont pas incompatibles. Clairement, il faut être guidé par une position, par des idéaux. Mais ça n'empêche pas d'être pragmatique au quotidien, enfin au présent. Actuellement, les solutions proposées pour vivre une vie autonome sont clairement insuffisantes. Mais nous, notre position, ce n'est pas de se dire en attendant, on va essayer de faire avec ce qu'il y a, mais de mettre en place des solutions plus satisfaisantes pour accompagner au mieux. On peut faire référence notamment, Sabrina Kateb, à la parole des usagers aujourd'hui. Est-ce qu'elle est de plus en plus entendue, notamment vis-à-vis de votre expérience à vous? Alors, pour reprendre justement, effectivement, le caractère d'inclusion existe déjà en EHPAD, puisque effectivement, avec la loi 2002, il a été instauré effectivement la mise en place de conseils de vie sociale, donc des CDS, dans lesquels effectivement les usagers, donc c'est parfois élections, etc. Et effectivement, il y a des représentants des usagers qui sont et les résidents et des familles de résidents. Et puis, lors de ces conseils de vie sociale qui se tiennent, les familles sont invitées. Et justement, on a eu besoin aussi de ça, d'avoir leur témoignage, d'avoir effectivement ce qu'ils souhaiteraient voir apparaître ou ce qu'ils souhaiteraient voir disparaître aussi, pour permettre effectivement de mettre en place des actions qui permettent de mettre en avant l'individu en tout cas. Parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, cette vulnérabilité, on essaye de la rendre, de l'effacer quelque part au fur et à mesure du temps. Il ne faut pas oublier qu'avant, on était dans du caractère collectif où effectivement le droit à la parole n'existait pas et qu'au fil et à mesure du temps, d'ailleurs on a le résident ne s'est pas tout de suite appelé résident, c'est comme avec le patient, on a eu tout d'abord effectivement les patients, ensuite le client, l'usager, et là on a le résident usager également, et à fur et à mesure du temps, on s'est intéressé à l'individu et sa vulnérabilité, parce qu'il y a effectivement la vulnérabilité organisationnelle, vous en avez un petit peu parlé, de la vulnérabilité aussi d'un EHPAD. Un EHPAD complet peut être vulnérable, et s'il est vulnérable, les effets vont se faire ressentir au niveau du résident également. On l'a vu grandement avec la pandémie, malheureusement, et elle a été visible et pointée du doigt, puisqu'il y a eu des EHPAD qui ont du mal à s'en sortir et qui ont eu un nombre important de décès, d'autres qui ont réussi parce que structures dépendantes aussi de centres hospitaliers ou autres, sur des milieux, à partir du moment où on est dans un milieu rural ou dans une ville, rien que ça, la vulnérabilité n'est pas la même. Et puis, effectivement, le fait de faire rentrer... les familles ont été exclues, justement. Vous parlez de la parole qu'on donne, justement, aux usagers, comme quoi elle est très importante, puisqu'à un moment donné, les EHPAD ont été fermés. Et alors, quelle horreur que de nous demander d'être collectifs,
C'était l'intérêt collectif et on nous demandait, ce qu'on essaie justement de sauvegarder, c'est l'individu. Donc ce caractère collectif, c'était on met les masques, on arrête les visites, plus de vie sociale, et il a fallu s'adapter à ça. Donc le choc, la sidération qu'a apporté cette pandémie nous a fait prendre la mesure de la vulnérabilité, parce que nous avons tous été vulnérables, les résidents d'autant plus, avec des effets justement, on parlait de la définition de la vulnérabilité, alors là on a touché tous les pans de la vulnérabilité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit physique, parce qu'on a eu des dénutritions, des syndromes de glissement importants. Rien que de mieux que justement d'être dans une épidémie, malheureusement, pour voir justement nos failles. Et ce qu'il faut qu'on apporte encore, et justement, il y a des réflexions qui sont menées actuellement. Hier, nous avons assisté avec Mme Dervel à des assises des EHPAD, où justement, on essaye de revoir effectivement, puis la crise majeure aussi qui a été décrite dans les médias, on essaye de revoir justement la place du résident, qu'est-ce qui pourrait apporter encore plus de protection aux résidents, au-delà de la loi, au-delà de l'organisation. C'est peut-être revoir tout le système effectivement de l'EHPAD. Il ne suffit pas de changer de nom, on nous parle beaucoup de changer de nom de l'EHPAD. Les EHPAD existeront toujours, il ne suffit pas de changer de nom, on nous propose de l'appeler maison de vie, etc. On peut l'appeler comme on veut, ce n'est pas la forme et ce n'est pas le nom qui changera la chose, c'est la manière dont on va inclure l'EHPAD et donc le résident dans la société. Et c'est pour ça qu'on commence à parler d'EHPAD plateforme. Il y a des essais pas loin, à Onville, il y a des essais de plateforme EHPAD où l'EHPAD s'ouvre à l'extérieur et qui nous permet de faire sortir les résidents, mais aussi de faire rentrer nos futurs résidents. C'est-à-dire que les gens commencent effectivement à venir prendre des repas, à venir visiter, participer à nos systèmes d'animation, tout ce qu'on met en place en tout cas pour lutter à toutes ces formes de vulnérabilité en tout cas. Alors de votre propre point de vue, avec votre expérience, Céline Extenso, on parlait de la pandémie il y a un instant, évidemment on est obligé d'en parler aujourd'hui parce que ça fait partie de notre contexte. Est-ce qu'elle a rendu les usagers plus vulnérables? Et j'imagine que la réponse est oui. Quelle faille a-t-elle au moins mise en lumière? Alors, la pandémie, ça a été une période très... difficile pour tout le monde, évidemment, mais très ambiguë par rapport au handicap. D'une part, il y a eu une prise de conscience collective de l'enjeu de la santé publique et des problématiques qu'on pouvait rencontrer. Il y a eu le développement du télétravail, des services de livraison, de choses que les personnes handicapées demandaient auparavant et ne pouvaient jamais avoir. Là, à partir du moment où les valides ont été touchés pendant le confinement et tout ça, on a constaté que ça devenait possible. Mais il y a eu aussi énormément, passé les premiers temps, il y a eu énormément un gros regain de validisme et on a au contraire braqué l'attention sur les personnes vulnérables ou fragiles. Fragile, c'est un terme que je déteste encore plus que vulnérable, parce que fragile, ça rejette vraiment la responsabilité, ou en tout cas la qualité sur la personne elle-même, alors que ce qui nous rend vulnérables, c'est aussi l'ensemble des personnes qui nous entourent avant tout, et leurs imprudences nous vulnérabilisent. On n'est pas intrinsèquement fragile et vulnérable. D'ailleurs, on peut mettre en avant une idée reçue qui circule dans notre société, comme quoi les personnes en situation de handicap sont forcément vulnérables. On l'a un peu dit tout à l'heure, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est ça. Nous, c'est vraiment, nous, personnes handicapées, globalement, c'est vraiment pas un terme qu'on utilise. Et il y a peut-être une raison, et on ne se sent pas vulnérable en soi. On va écouter justement le témoignage de Loïc Andrien qui devait être avec nous également aujourd'hui, mais qui a répondu à quelques questions par visio, qui est enseignant en sciences de gestion à l'INSHEA, l'Institut national supérieur formation et recherche handicap et enseignement adapté, qui va sortir d'ailleurs très prochainement en avril un livre qui va s'appeler Handicap pour une révolution participative, coécrit avec Coralie Sarrazin. C'est la nécessaire transformation du secteur médico-social, c'est aux éditions RS. On va écouter son témoignage tout de suite et on va rebondir dessus juste après. Loïc Andrien, donc vous allez publier le 7 avril prochain un ouvrage. Je le répète
Deux fois. Handicap et révolution participative, la nécessaire transformation du secteur médico-social chez ERS. Alors justement, à quoi ressemble cette transformation et dites-nous en quoi elle était nécessaire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, en fait, cette transformation, elle est surtout axée dans les politiques publiques et dans ce qu'on nomme la transformation de l'offre médico-sociale. Elle est surtout axée autour des transformations des organisations des dispositifs. On parle de plateforme, on va parler d'école inclusive comme de nouvelles façons d'organiser l'école. Autour du handicap, nous, ce qu'on explique avec Coralie dans le livre, c'est qu'il y a avant de réfléchir aux organisations et dispositifs, il y a une nécessaire interrogation à avoir, une remise en cause des façons de penser et des façons d'agir autour du handicap. Et ça passe notamment par une participation plus importante des personnes en situation de handicap dans les dispositifs qui les concernent, soit dans les dispositifs qui les accompagnent, soit dans les dispositifs publics qui sont autour d'eux et qui leur permettent d'évoluer au quotidien. Alors d'une manière générale, comment on peut construire ce qu'on peut appeler finalement une expérience citoyenne, comment on peut créer du nouveau en transformant les pratiques? Alors justement, je pense que ça passe d'abord par une prise de risque. Ce qu'on explique dans le livre, c'est qu'à un moment donné, il faut accepter de remettre en question nos propres façons de penser pour oser prendre le risque d'un accompagnement, oser laisser les personnes décider pour elles-mêmes. On est dans une société, on est dans des organisations qui généralement avons toujours fonctionné selon une certaine présomption d'incompétence vis-à-vis des personnes en situation de handicap. C'est des experts qui évaluent les besoins des personnes, qui décident parfois des parcours, des modalités d'accompagnement de ces personnes-là. Généralement, on a tendance même à réfléchir systématiquement à la place des personnes, à agir à la place des personnes. On conçoit des solutions, on conçoit des produits, des biens, des services pour les personnes en situation de handicap, mais plus rarement avec elles, et encore plus rarement par elles. Donc il est nécessaire innovation à mettre en œuvre, ce qu'on appelle avec le réseau que j'anime avec Jean-Philippe, nous, des innovations inclusives, c'est-à-dire des innovations où les personnes concernées participent dès l'élaboration, dès la conception, à tout ce qui va les concerner par la suite. Coralie Sarrazin parlerait d'autodétermination, des environnements qui seraient favorables à l'autodétermination, qui permettraient aux personnes de faire leur choix, de décider pour elles-mêmes, d'assumer une vie qui soit librement choisie et librement déterminée. On va parler davantage aussi collectivement de prendre des risques pour accepter que les environnements permettent aux gens de se développer comme ils le souhaitent. Finalement, être handicapé, c'est pas forcément être vulnérable. Être en situation de handicap, c'est pas forcément être en difficulté. C'est avant tout avoir des capacités différentes et devoir pouvoir les exprimer comme on le souhaite. Donc tout ça, c'est ce que vous nommez finalement la révolution participative. Est-ce qu'on peut imaginer à quelle échéance elle peut vraiment se mettre en place, elle peut s'imposer dans notre société aujourd'hui? Alors ça, imposer, c'est difficile à dire. On est dans un pays qui a toujours fonctionné historiquement avec cette logique de présomption d'incompétence depuis le début du XXe siècle, grosso modo, depuis la naissance du terme de handicap, l'utilisation du terme de handicap est très récente. Et avec ce terme de handicap qui globalise un petit peu tous les systèmes administratifs autour des personnes qui avaient des incapacités, on a réfléchi pour elles un certain nombre de parcours, de façons d'accompagner, de dispositifs, etc. C'est difficile de dire que ça s'impose, mais par contre, il y a déjà des pistes, il y a déjà des émergences. Aujourd'hui, des collectifs militants, comme celui de Céline par exemple, mais des collectifs militants, des politiques, des hommes politiques, des femmes politiques qui se mobilisent aussi pour faire entendre des voix différentes, des discours différents. Je pense que les choses passent par là, et elles passent avant tout par une démocratie locale, une participation locale, c'est-à-dire ce qui me semble le plus important, c'est que les personnes participent au plus près des organisations qui les concernent. Dans un conseil de quartier, à l'école, à l'université, dans les associations, que les personnes ne soient pas seulement des bénéficiaires, mais soient bien des actrices et des acteurs à part entière de leur vie.
Céline Extenso, on parlait de participation locale avec les conseils de quartier, à l'école, dans les associations, devenir acteur véritablement de sa vie. Est-ce que c'est ça la piste qui, selon vous, il faut suivre, comme vient de le dire Loïc Andrien? Est-ce que c'est ça aussi la révolution participative aujourd'hui? C'est ça. C'est un chantier énorme parce qu'on ne peut pas se focaliser uniquement sur la résolution d'un problème de dépendance avec un regard très, très ciblé. L'inclusion dans la société, elle passe à tous les étages par des questions d'accessibilité et au quotidien, il faut être dans les écoles, il faut être dans les quartiers et partout, et accessibilité au sens large, évidemment. Et c'est une vraie refonte de la société et de notre participation à la société qui inclut des tas de critères. Votre voix, elle est de plus en plus entendue. Quand je dis votre voix, c'est votre collectif aussi. Est-ce qu'il y a de plus en plus de collectifs aujourd'hui qui participent à faire avancer les choses de ce point de vue-là? Oui, c'est vraiment en train d'exploser. Depuis quelques années, depuis 3-4 ans, on va dire. Parce que pendant longtemps, les associations en lien avec le handicap étaient des associations de familles, des parents de personnes handicapées et qui tentaient de défendre nos intérêts, mais ça restait une parole de personnes valides, même concernées par alliance, on va dire. C'est pas la même chose qu'être concerné soi-même. Et on avait du mal à prendre cette parole et à être écouté. Déjà parce que les préjugés validistes et notre voix est toujours déconsidérée en soi dans l'idée, mais aussi parce que voilà, on avait du mal à s'insérer dans les groupes militants, dans les groupes pour les questions d'accessibilité basique, d'autonomie, de transport. Et les réseaux sociaux ont beaucoup aidé à ce qu'on puisse communiquer entre nous et du coup se rassembler. Et effectivement, les personnes handicapées ont une parole beaucoup plus politique et activiste que les parents de personnes handicapées. Alors, vous dites l'inverse. Non. Alors, est-ce qu'il y a un micro qu'on peut donner là, monsieur, juste le temps que vous réagissez, le temps que le micro arrive, si vous voulez. Alors, c'est vrai que là, vous parlez effectivement du handicap physique qui vous permet quand même de débattre malgré tout. Et moi, je vais rebondir plutôt sur les résidents parce qu'effectivement, là, on parle du handicap physique, mais la majorité quand même des résidents, pour certains EHPAD, cette majorité est même écrasante, on est face à des personnes qui ne peuvent plus décider, qui ne peuvent plus trop participer justement dans la prise de décision concernant leur vie, concernant les choix qu'ils pourraient être amenés à faire. Et heureusement qu'il y a eu, enfin heureusement, je pense qu'on ne l'a pas quand même attendu cette loi, mais dans cette loi de 2002, effectivement, on parle, je vous ai parlé du CVS, de l'inclusion des familles, avec des conseils de vie sociale sur lesquels des actions ont été mises en place, effectivement, toujours de manière collective, mais dans l'individuel, maintenant, il y a une chose importante qui est arrivée dans l'accueil, en tout cas, du résident, et qu'on discute déjà en amont, c'est effectivement son projet de vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces personnes intègrent un EHPAD, pas parce qu'ils sont en bout de course, parce qu'il y a encore de la vie, et que ce qu'on fait, c'est de donner de la vie aux années qui restent. Et effectivement, ce projet de vie nous permet, c'est là qu'on inclut effectivement la famille. L'inclusion, au contraire, elle est importante, à condition aussi qu'elle soit encadrée. Donc, dans cette inclusion, dans ce projet de vie, on va demander effectivement le témoignage des familles, à nous dire comment vivait la personne avant, ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimerait, là où elle est descendue et où elle aimerait qu'on nous garde. Alors, c'est un palème,
On dresse vraiment le portrait de la personne, son mode de vie quand elle était à la maison ou dans une autre institution. Et c'est vraiment un témoignage, ça ne va pas plus loin. Ça ne peut être qu'un témoignage, effectivement, mais qu'on va prendre en compte malgré tout, qu'on va adapter, qu'on va évaluer. Et ce projet de vie, il est évalué jusqu'à la fin. Et on le remet en fonction des événements de vie, de la vulnérabilité qui se met en place, qu'elle soit réversible ou non, parce que parfois, les effets physiques ou moraux, etc., évoluent défavorablement. Mais c'est comment on garde l'intégrité, en tout cas la dignité de la personne jusqu'au bout. Voilà. Alors monsieur, le micro a eu le temps d'arriver. Vous voulez juste rebondir très rapidement là-dessus, rapidement. Rapidement, puis après monsieur pose une question ou intervient, je ne sais pas. C'est important au contraire, ne pas séparer handicap physique, handicap mental. Évidemment, on ne rencontre pas les mêmes problèmes et il y a évidemment des spécificités. Mais nous, dans nos mouvements, c'est vraiment des luttes qu'on mène ensemble. Dans le collectif Les Dévalideuses, on a tout type de handicap, y compris des personnes autistes, des personnes psychiatrisées, alors à différents degrés, mais on tient à garder ce lien avec les personnes qui n'ont pas l'usage de la parole ou qui n'ont pas ce genre de capacité, parce que vraiment le handicap est un continuum et justement notre parole de personnes handicapées gagne parce que jusqu'à récemment les handicaps étaient très sectorisés et on essaye de dégager le commun entre toutes ces situations-là. Monsieur, une réaction? Oui, je voulais rebondir sur le propos de Mme Extenso sur la question de l'enjeu de la prise en compte de la parole de la personne. Alors, on a connu quelques évolutions sur ce thème-là, vous en parliez depuis la loi 2002, mais franchement, on peut se dire les choses. C'est pas une évolution qu'il faut, c'est une révolution. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le système français, on prend réellement en compte la parole de la personne et on a un système qui s'adapte à la parole et à ses attentes, ou est-ce que nous sommes encore dans un système dans lequel la personne est obligée en permanence de s'adapter à un système institutionnel trop contraint? On parlait de présomption d'incompétence avec Loïc Andrien. Malheureusement, la réponse est dans la question. Moi, j'aime bien la position de l'ONU à laquelle vous faisiez référence tout à l'heure. Elle vient un petit peu secouer notre système et la loi 2002 dont on vient de fêter le 20e anniversaire. L'usager au cœur du dispositif. Il n'est pas au cœur du dispositif. L'usager, en permanence, il est obligé de s'adapter à un dispositif trop contraint. Quand on propose, par exemple, à des jeunes qui passent 20 ans en IME, pas une vie professionnelle, on leur propose 5 métiers. Espace vert, lingerie, ce qu'on propose dans les ESAT, menuiserie. Ouais. J'ai un grave accident de la vie, j'ai 9 chances sur 10 qu'on me propose un accueil dans une maison d'accueil spécialisée à la LAG. Et la LAG fait bien son travail, j'ai rien contre eux. Moi, quand je vous dis que j'aime bien la position de l'ONU nous dit quoi? Il y a quelques années, ils sont venus en France et ils ont dit la France enferme les personnes dans des centres d'aide par le travail, elle enferme les personnes dans des instituts médico-éducatifs. Les pouvoirs publics ont dit l'ONU nous dit qu'il y a trop d'institutions, il faut fermer les institutions, il faut développer des services. Sauf que l'ONU n'a pas dit ça. L'ONU a dit il faut que la France se donne l'ambition de construire une société qui soit beaucoup plus inclusive et qui n'oblige pas les personnes à uniquement être accompagnées par un système institutionnel. Un système institutionnel qui a des qualités, mais qui a été construit pour protéger la vulnérabilité, protéger la personne vulnérable. Et on voit que l'enjeu aujourd'hui, il n'est plus de protéger, il est de permettre à chacun de vivre sa citoyenneté et de vivre la vie de citoyen comme il le souhaite en fonction de ses capacités et de ses aspirations. Et c'est certainement l'enjeu majeur des années à venir en matière de transformation du système institutionnel et puis de transformation des métiers aussi, parce que ça va beaucoup impacter les métiers, où on voit que l'institution ne devient plus le lieu qui protège la personne à tout prix, mais vous parliez tout à l'heure des EHPAD qui évoluent et puis qui vont vers le domicile, qui accompagnent le maintien à domicile, qui permettent à des personnes de vivre dans leur quartier. Les IME évoluent, ils vont dans l'école, ils permettent à des enfants de continuer à être scolarisés avec des dispositifs de scolarisation adaptés. Donc moi, ce débat-là, j'aime bien le recentrer finalement en se disant c'est pas l'institution contre le milieu ordinaire, mais qu'est-ce qu'on a comme enjeu à faire évoluer notre système pour amener une diversité d'offres
qui permettent de répondre à la diversité des aspirations des personnes, et non plus un système qui soit seulement là pour compenser la vulnérabilité, mais qui permette à chacun d'exercer sa citoyenneté avec un sujet central qui est l'autodétermination. Et quelles que soient mes capacités intellectuelles et mes capacités d'expression. Alors je sais que c'est plus compliqué quand les personnes perdent des capacités, mais pour autant, ça reste une question qui est entière. Merci. On va faire passer le micro là-bas. Une petite réaction, simplement, le temps, Sabrina Kateb, là, sur l'autodétermination notamment. On parlait tout à l'heure des unités soins de longue durée. Il y a des personnes qui sont touchées aussi par Alzheimer. Est-ce que cette autodétermination-là, elle est toujours possible? Enfin, je veux dire, avec votre propre regard, est-ce que... Tout dépend du degré d'atteinte. Et puis... cette autodétermination, souvent, tout dépend aussi du lien, parce que c'est compliqué quand même. Hein. Moi, j'adhère à ce que vous dites, il n'y a pas de souci, mais j'essayais justement, pendant que vous en parliez, d'imaginer comment on pourrait effectivement, et c'est la question qu'on s'est posée pendant 2 jours aux assises des EHPAD là, sur Paris, où il y a tous ces professionnels, toutes les personnes politiques aussi qui étaient présentes, et c'est toute la question, quoi. Hein. Et effectivement, cette question d'autodétermination, honnêtement, je n'ai pas la réponse. Et heureusement que vous ne me la demandez pas, hein, cela dit, mais en tout cas, c'est cette réflexion à mener et qui n'est pas simple, parce que c'est vrai que notre système a des failles, il est clair, et on le voit, nous, hein, on regarde chaque prise en charge, on voit ces failles et ce manque de lien, ce manque de fluidité. Je vous ai écouté, vous avez vu, j'arrête pas de vous montrer, de dire la fluidité, elle n'est pas forcément là, elle n'est pas toujours là, effectivement, et c'est ce qui est embêtant. Est-ce qu'il faut combler les trous dans un système où est-ce qu'il faut effectivement complètement le révolutionner, quoi. Une question, madame. Oui, c'était une question et peut-être rebondir sur une chose que vous aviez dit sur le sujet des personnes âgées. Vous parliez d'Onville et justement, j'ai pris mes fonctions récemment sur cet EHPAD-là, donc je connais bien le sujet aussi. Et quand vous parliez des personnes âgées avec peut-être des troubles, que ce soit psychiatriques ou autres, qui s'installent, et cette question... du projet de vie, etc. Certes, il y a peut-être cette question du consentement éclairé qui s'installe à ce moment-là, mais je pense qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Effectivement, il y a cette notion de consentement qui peut se poser, mais c'est quand même important de les impliquer et de les inclure dans le projet de vie. On parle beaucoup de la famille, effectivement, c'est très important pour nous, pour comprendre aussi quand la personne n'a pas forcément la capacité de s'exprimer, qu'on puisse comprendre ses besoins. Mais c'est quand même important de l'inclure dans cette démarche-là, même s'il y a des troubles, si les troubles et la démence est très importante. S'il y a une chose que moi j'ai envie de défendre aussi, c'est ça. Qu'il faut vraiment ne pas se perdre dans ces deux notions-là et que c'est important. Et effectivement, qu'il ne faut pas séparer, comme vous le disiez, le handicap physique et le handicap psychique. Dans cette EHPAD, on accueille aussi, comme vous dites, il y a pas mal de choses, et on accueille aussi des personnes, je mets des guillemets dans mon propos, mais des personnes handicapées vieillissantes, qui ont eu aussi une histoire de vie et qui sont là, et ça se prend en compte, et leur parole, c'est important de la recueillir aussi. Donc vraiment faire aussi ce petit distinguo entre le consentement éclairé, qui est une chose, et auquel on doit tenir compte, mais vraiment toujours inclure le résident, quel que soit... son état physique ou psychique aussi dans son projet de vie et son projet de vie au sein de l'établissement. Tout à fait. Complètement d'accord avec vous. Hein. Certainement que ça ne s'est pas senti effectivement dans la manière dont je décrivais les choses, mais complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, on ne le fait pas signer. D'habitude, on le fait signer. Le résident doit le signer, s'il est en capacité de le signer. Et on le lui lit. On le lui lit, qu'il l'entende ou qu'il ne l'entende pas. Il y a une psychologue qui est présente. Il y a une évaluation qui est faite. Hein. Et effectivement, lorsqu'on le lui lit, il le signe, ou le tuteur ou le signe, mais la personne référente ne le signe pas. Et c'est quelque chose que l'on fait d'ailleurs sur les visites de préadmission. Ces visites de préadmission sont très importantes parce que justement, c'est là où on évalue, on commence à évaluer, à prendre conscience, pas complètement, parce que des fois, il nous faut un petit peu de temps après, mais de la vulnérabilité et des fragilités. Hein. Malheureusement, il y a quand même aussi ces fragilités qui sont là, qu'elles soient physiques, etc., et de les prioriser. Et effectivement, quand il y a des atteintes quand même cognitives, c'est quand même, heureusement qu'on a des grilles, heureusement qu'on peut aussi l'objectiver. On a besoin à un moment donné quand même de l'objectiver et puis d'évaluer comment la personne se comporte. Malheureusement, on ne peut pas recueillir... Non, c'est sûr. Et je pense que là aussi, pour rebondir sur ce que disait M. Beaumont, c'est aussi où notre système il a besoin d'évoluer, où on est très scindé. Il y a les établissements, il y a l'institution, il y a le domicile.
Et ce pont qu'on a à faire entre les deux pour préparer aussi ces moments de la vie, c'est vraiment très important, mais il y a encore un gros boulot. Il y a plein de choses qui sont mises sur la table, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire de ce côté-là, ça c'est sûr. Oui. Une réaction, Céline? Oui, je voulais remonter parce qu'il y a plusieurs fois que j'entends parler de la parole des personnes handicapées à recueillir des témoignages des personnes handicapées. Et en fait, on n'attend pas juste que les personnes valides nous écoutent. La parole, on est là pour la prendre, et une parole agissante et pas uniquement témoignante. Il faut au maximum qu'on puisse être inclus dans l'organisation de l'organisation, dans les prises de décision, et il faut embaucher des personnes handicapées. Enfin, les personnes handicapées ne doivent pas être juste résidentes, mais à la rigueur, si vous valide, vous pouvez être présent pour aider pour certaines tâches, mais vraiment dans la démarche globale de nos autonomies, on doit être à l'initiative au maximum de la dynamique. Voilà. Si je vous comprends bien, les choses sont lentes, compliquées, mais se mettent tout doucement en place quand même. Il y a quand même de vraies perspectives. On l'a entendu aussi avec le Candrien tout à l'heure. Oui, il y en a, évidemment. Ouais. Non, mais si, il reste énormément de boulot, et ouais, là, j'ai un peu envie de rebondir sur chaque chose. J'évalue le chemin qui reste à parcourir. Le chemin est long. Mais évidemment, voilà, moi j'ai 42 ans et je vois déjà la situation entre ce qui m'était promis dans mon enfance et les possibilités actuelles qu'on a dû arracher au fil des ans, hein, mais oui, évidemment, ça évolue, et voilà. Une petite question peut-être pour terminer cette table ronde. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou commenter? Judith Vary, prenez le micro, il est juste à côté. Oui, c'est une réaction. S'il vous plaît. Non, je pense que c'était... C'est bon. Oui, une petite réaction par rapport à monsieur, et parce qu'il y avait dans un des témoignages la professeure qui disait est-ce qu'il n'y aurait pas aujourd'hui une injonction à prendre son autonomie, une injonction à l'inclusion. Alors nous, on a fait une enquête récemment dans un EREA. Un EREA, c'est un établissement régional d'enseignement adapté auprès des jeunes, pour comprendre. Alors, pour vous dire rapidement, ils ont plutôt un profil d'élèves type SECPA, donc des élèves qui sont en grande difficulté scolaire et sociale, souvent les deux. Et donc, c'est des établissements où il y a des internats. Ils sont très peu connus, et les encadrants sont plutôt des enseignants spécialisés. Et il y a eu, depuis peu, des AED qui ont été intégrés. Donc, on a fait une enquête auprès de ces élèves et des équipes pour comprendre un peu quelles étaient leurs situations et comment ils vivaient les EREA à l'EREA. Et ils nous disaient qu'ils se sentaient bien. Enfin, les élèves se sentaient bien à l'EREA parce qu'ils se sentaient protégés et qu'ils ne se sentaient pas forcément stigmatisés en étant justement dans un collège, par exemple, avec des classes SECPA. Parce qu'on sait que les établissements où il y a des SECPA, souvent les élèves dans les SECPA se trouvent stigmatisés et mis à l'écart par les autres élèves. Et donc là, ça interrogeait en plus, en effet, la question du tout inclusif. Est-ce qu'il faut, parce que c'est un espace qui leur permet finalement de se reconstruire, de construire une identité, de trouver des adultes avec qui ils peuvent échanger, discuter, où ils se sentent bien, et donc ils ont un espace de reconstruction de soi. Alors que ce n'est pas le cas s'ils étaient mis dans un collège dit ordinaire, par exemple. Donc là, c'était pour un peu discuter sur est-ce qu'il n'y a pas besoin aussi d'avoir parfois, et c'est peut-être cette fluidité des parcours qui a interrogé, mais qui n'est pas toujours évident. Donc voilà, ça mettait un petit bémol, un petit peu sur le terrain. Hein. Nous, c'est pas ce qu'on est allé chercher, parce que nous, on est allé chercher les pratiques pédagogiques des enseignants. Est-ce qu'ils utilisaient le jeu pour, par exemple, davantage. Donc on était parti sur autre chose. Mais c'est le retour qu'on a eu sur ce terrain-là. Voilà. Alors, cette intervention nécessite effectivement une toute petite réaction. Je vais bien chercher le micro. Mais rapide, évidemment. Mais en deux mots, merci pour cette intervention, mais effectivement, j'ai besoin de l'institution, parce que le milieu ordinaire, franchement, il fait peur, et il a de quoi me faire peur. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un dispositif inclusif. Ils avaient fait un tracé dans la cour pour définir la zone où pouvaient aller les gamins vulnérables, pour des fois qui se mélangent avec les autres.
Mais moi, je vais vous en présenter un de système où les gamins, ils n'auront pas peur. Hein. Revenez 70 ans en arrière. On ne construit pas un établissement, on ne construit pas un IME. On se dit, on se fixe l'ambition d'une société qui laisse sa place à tout le monde, qui permette de scolariser chaque gamin en fonction de ses capacités. Et au lieu de créer des établissements, on crée des écoles primaires, des collèges, des lycées, avec des éducateurs spécialisés, des sections spécialisées, des moyens adaptés. On crée l'école de demain. On ne se poserait même pas la question de l'institution aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ces représentations et ces craintes, elles sont légitimes, elles sont compréhensibles. Et il ne faut pas casser le système institutionnel trop vite, tant que la société n'est pas prête à évoluer. Mais par contre, il faut qu'on mette un coup d'accélérateur sur les évolutions. Regardez, tout à l'heure, ça a fait sourire sur la question de la temporalité. La loi de 2005, pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté, déjà, pourquoi depuis... Ça fait combien 15, 17 ans, merci. Pourquoi depuis 17 ans, à chaque fois qu'on touche à un collège, un lycée ou une école primaire, déjà, on ne force pas à ce que le travail se fasse avec les établissements spécialisés et les associations. Ça ne se fait pas aujourd'hui. Hein, chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Et puis, on laisse aux établissements, aux associations militantes, le travail à réaliser pour essayer de faire bouger les choses avec pénibilité. Donc, voilà, je pense qu'on manque vraiment d'ambition sur ce sujet-là. Et je pense que si en France, on avait un petit peu plus d'ambition et de volonté de faire bouger les choses, on avancerait beaucoup plus vite sur un système qui fait plus peur et qui n'amène pas les personnes à vouloir, dans un certain nombre de situations, je vous rejoins, hein, à rester dans des institutions qui sont protectrices. Merci pour vos interventions, merci à vous. Alors Sabrina Cattet, très rapidement avant de se quitter, une petite conclusion. Ce que vous avez retenu de ces échanges aujourd'hui, des témoignages qu'on a entendus ici et là? La réflexion est là et que du coup, il y a encore beaucoup à faire, effectivement, mais on évolue au fur et à mesure. Et là, pour le monde des EHPAD, en tout cas, effectivement, c'est un gros chantier et on attend. Dans un mois, on sera un petit peu plus fixé sur les programmes déterminés, en tout cas, par nos politiques aussi, hein, parce qu'on va dépendre de ça. Petite conclusion également, Céline Extenso, pour les échanges qu'on a eus ensemble, s'il vous plaît. Voilà, il reste énormément de travail à faire et les ressources commencent à exister. Donc, je vous remercie de vous documenter un petit peu sur le validisme. Et si vous voulez me contacter, n'hésitez pas. Il y a mon adresse mail, je crois, dans le programme et je répondrai avec plaisir. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Merci. Alors on va faire une petite pause, je vous invite à aller dans le hall de l'IAE juste à côté pour boire un café et poursuivre les échanges aussi avec nos invités si vous le souhaitez. Et juste après on revient dans 30 minutes pour une deuxième table ronde.